Bonjour, bonjour Christine, bonjour à Bonjour. chacune et à chacun. Merci d'être là avec nous pour la journée de la sensibilité, qui est une journée mondiale, avant tout une journée francophone qui a été créée en 2019, mais depuis, et comme de toute façon des personnes francophones, il y en a un peu partout dans le monde, y compris en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., en Océanie. Cette journée est suivie par des personnes du monde entier et je vous en remercie. Avec Christine Dess, et d'ailleurs Christine, je vous remercie infiniment d'accepter d'animer cette rencontre. Avec Christine, nous avons préparé un certain nombre de questions que nous nous posions nous-mêmes ou que nous avons entendues de la part des personnes que nous suivons ou de personnes sur Instagram. Et nous allons essayer de répondre précisément à ces questions pour vous aider d'y voir le plus clair possible dans la sensibilité élevée, ce que c'est exactement, mais aussi comment la vivre au mieux, parce que finalement, c'est ça le plus important. Et tout de suite, je vais commencer avant qu'on se lance dans la réponse aux questions par euh, pointer du doigt certaines erreurs, comme par exemple, j'entendais hier des personnes dire les personnes hautement sensibles ont une pensée en arborescence. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai et c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que la pensée en arborescence, elle existe chez tout le monde. Et ce sont les personnes créatives, généralement, qu'elles soient hautement sensibles ou pas, bien que parmi les personnes créatives, il y a beaucoup d'ultra-sensibles, hein, on le sait, mais ce sont les personnes créatives qui développent le plus cette pensée en arborescence. Donc, c'est pas la peine de dire les ultra-sensibles ont une pensée en arborescence, parce que ça concerne tous les êtres humains, et ça se développe surtout dans la créativité. Autre chose qui a été dit pendant longtemps, heureusement maintenant on ne l'entend plus, ce serait des personnes qui utiliseraient plus leur cerveau droit. Ça n'est pas vrai non plus. D'ailleurs, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Ça n'est pas vrai non plus parce que même si nos deux hémisphères sont spécialisés, l'hémisphère gauche dans l'analyse, la rationalité, l'hémisphère droit dans la créativité, l'imagination, l'intuition, etc., la vision globale, personne n'est spécialisé dans un hémisphère cérébral plutôt qu'un autre. Nous utilisons toujours nos deux hémisphères cérébraux et par moment, si on est plus dans l'intuition, l'imagination, la créativité, la vision globale, c'est avec l'hémisphère droit, et si on est plus dans la rationalisation, dans l'analyse et la réflexion, c'est avec l'hémisphère gauche du cerveau. Donc évitons de dire des choses fausses sur la sensibilité élevée, parce que ça n'aide pas après. De même que hier, je participais à une émission sur France 5, c'était un enregistrement qui va être diffusé bientôt. Et avant l'émission, toutes les personnes disaient des choses extrêmement négatives sur la sensibilité élevée. Et après l'émission, tout le monde était ravi, femmes et hommes, en disant ah oui, c'est formidable, reconnaissant que leur propre sensibilité, qu'ils soient hautement sensibles ou pas, était une bonne chose. Donc ce que je voudrais aussi, c'est que cette vidéo vous aide à montrer les bons côtés de votre haute sensibilité. Parce que si on insiste trop, bien sûr que parfois c'est difficile, on est d'accord, quand on souffre très fort, quand on a une douleur, elle est très intense, quand on a certaines émotions difficiles, on en bave, hein, ce sont des moments particulièrement éprouvants. On est d'accord parce que notre sensibilité est intense. Mais arrêtons de dire des choses trop négatives sur la sensibilité élevée parce qu'après, c'est le discours qui est répété, répété, répété comme une espèce d'hypnose collective négative, alors que finalement, si on apprend à bien vivre notre sensibilité, et c'est ce pourquoi on fait cette vidéo avec Christine, eh bien, on va lui trouver beaucoup de qualités. Voilà, encore un grand merci. Et je vais enchaîner justement pour commencer les questions et ça va parfaitement avec ce que vous venez de dire, un petit peu tous ces côtés un peu de mythe, de ce qu'on pense que les personnes hautement sensibles sont, dire qu'elles sont trop sensibles. Donc, pourquoi cette idée de trop sensible, elle est apparue en fait dans notre société? Oui, alors on sait, hein, par l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art et l'histoire aussi tout court, on sait que en Europe, il y a eu un âge d'or de la sensibilité qui était au XVIe siècle et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Pendant 3 siècles, la sensibilité était absolument à l'honneur, c'était la qualité majeure, la qualité la plus importante que tous les êtres humains devaient pouvoir développer, les hommes comme les femmes. Et il était bon ton de pouvoir pleurer, même si on était un homme, dans ces 3 siècles-là, parce que ça montrait qu'on était vraiment humain. Donc,
au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, personne ne vous aurait jamais dit que vous êtes trop sensible. Au contraire, on aurait pu vous reprocher de ne pas être assez sensible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au XIXe siècle, il y a eu des révolutions industrielles qui ont été continuées au XXe siècle par des révolutions technologiques et électroniques et qui font qu'on est passé d'un modèle humain à un modèle de machine, puis un modèle d'ordinateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que permet la mécanique? La performance, l'automatisation, et tout se fait sans aucune sensibilité. Les machines des révolutions industrielles, et aujourd'hui nos ordinateurs et nos téléphones portables, etc., ce sont des robots qui ne ressentent rien. Et comme nous avons tendance à nous identifier à notre environnement, que ce soit des humains ou des machines, eh bien, nous en sommes arrivés à croire, parce que c'est une croyance, c'est une fausse croyance, nous en sommes arrivés à croire que la sensibilité pourrait être un problème. Pourquoi la sensibilité? Puisque les machines, les ordinateurs, tout ça, ça fonctionne sans sensibilité, ça fonctionne le plus souvent très bien. Malheureusement, il y a des bugs, hein. Alors que nous, les humains, nous savons toujours nous ajuster aux situations, ce qui fait qu'il n'y a pas de bugs, sauf quand il y a des maladies graves ou quand on meurt ou des accidents. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de réintroduire l'idée que la sensibilité, elle est 100% naturelle, elle est purement naturelle, elle fait partie du vivant et elle caractérise particulièrement les êtres humains. Donc, on ne peut jamais reprocher à quelqu'un d'être trop sensible, ce serait comme lui reprocher d'être trop vivant, ça n'existe pas, ou lui reprocher d'être trop humaine ou trop humain, ce qui n'est pas possible non plus. Donc, ne nous laissons plus jamais dire tu es trop sensible. Ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai. Je suis très sensible, ou je suis peut-être plus sensible que toi. Ça, je veux bien le croire, mais il n'empêche que ma sensibilité ne sera jamais trop grande, trop forte, trop importante, etc. Et comment on pourrait réhabiliter justement cette sensibilité pour qu'elle soit vue plus juste, plus nécessaire? En nous rappelant et en rappelant aux autres que c'est par notre sensibilité et uniquement par notre sensibilité que nous pouvons entrer en contact avec le réel. Je sens ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est rugueux, ce qui est lisse, et ce qui peut être glissant sur un parquet ou sur un carrelage ou dans la rue. Je sens ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais pour moi. Je sens si je suis à l'aise ou pas à l'aise. Je vois les couleurs, je vois les formes, je vois les distances. Je perçois la communication non verbale des personnes qui me parlent, et tout ça me renseigne sur le réel. Donc, si je n'ai pas de sensibilité, je ne peux pas naviguer dans la vie, je ne peux pas naviguer dans la réalité, et plus je suis sensible, et plus je suis capable de recevoir les informations sur la réalité. Donc plus je peux, on y viendra plus tard sur cette question de l'intelligence sensible, plus je peux développer mon intelligence des situations et de ce que je vis intérieurement aussi. Et puis on est vivant aussi, Plus nous sommes vivants, bien sûr. puisqu'on ressent tout. Il y a beaucoup de termes qui circulent sur l'hypersensibilité, c'est un terme qu'on utilisait énormément avant. Et maintenant, il y a d'autres termes qui sont venus, comme la haute sensibilité, l'ultrasensibilité. Pourquoi est-ce que c'est plus important d'utiliser, de privilégier ces termes, ces deux termes ou d'autres termes? Voilà, pourquoi est-ce important de privilégier ces termes? Alors, les mots que nous utilisons, les mots que nous employons, définissent le réel. Et c'est d'autant plus important d'y faire attention quand nous parlons de nous-mêmes. Hyper, c'est un préfixe qui veut dire trop, qui veut dire un excès. Si je dis je suis hypersensible, je vais déclarer au monde, aux personnes qui m'entendent, je suis quelqu'un de trop sensible. Ou en tout cas, je me considère comme étant trop sensible, ou euh, je cautionne les gens qui, face à moi, me reprochent d'être trop sensible. On vient de voir que ça n'est pas possible.
Donc ça, c'est un des gros problèmes de l'appellation hypersensible. Le deuxième gros problème, c'est que l'hypersensibilité et le terme hypersensible, ce sont des termes médicaux qui désignent des allergies, des intolérances, des réactions, et qui donc ne correspondent pas à la haute sensibilité telle qu'elle a été définie par Hélène Aron, parce que cette haute sensibilité, c'est tout simplement une sensibilité plus élevée que la moyenne. Cette sensibilité plus élevée que la moyenne qui concerne 30% de la population et qui est sur un continuum de sensibilité humaine, sauf que 30% de la population, à peu près un tiers, est plus sensible que la moyenne. Donc, en disant je suis hautement sensible, je suis fort sensible, je suis très sensible, je suis particulièrement sensible, ou comme les artistes du 19e siècle en France et en Belgique, je suis ultra sensible, on définit exactement de quoi il s'agit. On parle de sensibilité élevée, de haute sensibilité, sachant que ultra, ça veut dire le degré supérieur de, ou plus, tout simplement, un degré supérieur de sensibilité. C'est exactement la définition de la haute sensibilité. Donc on a intérêt à sortir de cette imposition, de cet impérialisme des algorithmes qui, sous prétexte qu'on a à une certaine période utilisé hypersensibilité ou hypersensible, nous impose de les réutiliser aujourd'hui. Non, on peut très bien créer de nouveau une façon plus juste de parler de nous. Les algorithmes, petit à petit, vont s'ajuster. Ils vont se rendre compte qu'on parle de plus en plus souvent de haute sensibilité, de personnes très sensibles, d'ultrasensibilité et d'ultrasensibles. Donc surtout, faisons-le parce que ça va nous permettre de valoriser notre sensibilité élevée et aussi d'être plus clair, parce que quand je dis je suis ultra sensible, je suis hautement sensible, ou que je parle de ma haute sensibilité, de mon ultra sensibilité, je définis pour les autres et pour moi-même exactement de quoi il s'agit. Et ça change vraiment la perception, même quand on le dit Oui, soi-même, ça oui. change le rapport avec l'autre. C'est impressionnant, je trouve. C'est vraiment impressionnant par rapport à ce terme de hypersensibilité. Et justement, vous parlez aussi souvent de sensibilité avantageuse. Qu'est-ce que vous entendez par cette sensibilité avantageuse? Alors, elle est souvent oubliée sur les réseaux sociaux quand on présente la sensibilité élevée et quand elle est bien présentée, parce que souvent je trouve qu'elle n'est pas très, très précisément présentée. On parle des 4 premières caractéristiques découvertes par Hélène Aron: le traitement sensoriel approfondi des informations, la surstimulation qui provoque une saturation, l'intensité des émotions et le fait qu'on est aussi perméable aux émotions des autres, et le sens des nuances et des subtilités qui nous rend très sensibles à la communication non verbale, aux gestes, aux mimiques, aux intonations, aux regards, aux grimaces, etc. Ça, ce sont les 4 caractéristiques fondamentales de la sensibilité élevée telles que les a définies Hélène Aron. Et il se trouve que Thomas Boyce, qui est un pédiatre américain, et Michael Plus, qui est un chercheur en biologie britannique, ont découvert une 5e caractéristique qui a été validée après par Hélène Aron et qui est fondamentale, qui s'appelle la susceptibilité différentielle en termes scientifiques, mais comme c'est compliqué, susceptibilité différentielle, on parle aussi de sensibilité avantageuse. C'est très simple. Ça veut dire que nous, les personnes hautement sensibles, nous profitons mieux et plus de la vie. Quand quelque chose est beau, nous nous émerveillons. Ou quand nous sommes dans une situation humaine intéressante ou très émouvante, nous nous enthousiasmons. Euh, nous pouvons être très créatives et très créatifs. Nous avons beaucoup d'intuition. Nous allons particulièrement savourer les qualités des personnes avec qui nous travaillons. Nous allons particulièrement être joyeuses et joyeux de la qualité de nos relations affectives, amoureuses, amicales, familiales, etc. Quand nous mangeons quelque chose de bon ou que nous buvons quelque chose de bon, nous sommes particulièrement heureux de le faire, mais aussi notre corps va d'autant plus en profiter. C'est ça la sensibilité avantageuse, c'est ce qui fait de nous des personnes qui profitons, savourons, bénéficions beaucoup plus et beaucoup mieux de la vie. Le
contre-coup, ou en tout cas l'autre face de la médaille de cette sensibilité avantageuse, c'est que si nous évoluons dans des environnements de violence, de mépris, de dévalorisation, de harcèlement, d'indifférence, etc., etc., nous allons être plus affectés, plus déprimés, plus anxieux et plus anxieux, plus facilement malades, plus longtemps malades, et nous pouvons devenir des boucs émissaires, donc pour les enfants et les adolescents à l'école et au collège et au lycée, et pour les adultes au travail ou dans leur famille. C'est pour ça que cette découverte de la sensibilité avantageuse, elle est fondamentale. Si je comprends ça, je vais me créer pour moi-même un environnement bienveillant, un environnement bienfaisant, des conditions de vie porteuses. Je vais faire le tri dans mes amis et dans mes relations pour ne fréquenter que des personnes qui me respectent dans ma sensibilité. Et de cette façon-là, je vais pouvoir fleurir, m'épanouir, prospérer, autant financièrement, socialement que du point de vue de la santé, physiquement, etc. Donc cette notion de la sensibilité avantageuse, elle est clé, elle est centrale pour nous concrètement, pour que nous fassions en sorte de bien vivre notre sensibilité élevée. C'est comme en faire en fait un atout, une alliée vraiment qui nous suit, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'on comprend qu'en fait, ça n'est pas un problème si les conditions sont bonnes, si les personnes autour de nous nous comprennent et sont favorables à la sensibilité. On n'est pas obligé de s'entourer que de personnes hautement sensibles ou ultra sensibles. C'est bien quand il y en a dans notre entourage, c'est formidable. Mais surtout, nous avons besoin d'être entourés par des personnes qui nous respectent dans notre sensibilité singulière, qui nous acceptent et qui nous respectent dans cette sensibilité singulière. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, Christine, que nous venons de lancer une pétition sur change.org, justement pour faire en sorte que la dévalorisation de la sensibilité ou les moqueries contre les personnes sensibles soient reconnues officiellement comme une forme de harcèlement moral. Donc, si vous n'avez pas encore pris le temps de signer cette pétition, surtout allez sur change.org et vous allez trouver cette pétition très importante et surtout relayez-la autour de vous pour que de plus en plus de personnes la signent et que nous puissions la présenter aux autorités compétentes pour changer le code pénal. Et je rebondis aussi sur la sensibilité avantageuse, où souvent, comme vous avez dit, on montre souvent plus les défis qu'on rencontre. Si on va un peu sur Instagram, sur YouTube, c'est là, on parle plus de tout ce qui est difficile pour nous, en fait. Et c'est vrai que de voir ça, de se dire, bah ouais, en fait, il y a cette sensibilité avantageuse, c'est juste génial. C'est juste génial. Christine, merci infiniment parce que ça me permet de parler de l'effet nocebo. On connaît l'effet placebo, hein, ces médicaments sans aucune substance active qui pourtant vont guérir entre 30% et 90% des personnes selon les études. L'effet placebo peut être généralisé dans le sens que si je parle favorablement de ma sensibilité, je vais en bénéficier d'autant plus. Eh bien, le contraire de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est si je prends un exemple un peu extrême pour vous faire comprendre, un mauvais médecin qui annonce à un patient qui est malade qu'il n'en a plus que pour 3 mois à vivre. Et ce patient, effectivement, va mourir dans les 3 mois parce qu'il a cru son médecin et il prend au pied de l'alerte, au pied de la lettre, c'est une alerte aussi d'ailleurs, cette prédiction. En revanche, un patient qui doute de ce qu'a dit le médecin peut aller en consulter un autre qui lui dit mais monsieur pas du tout ou madame pas du tout, nous allons faire en sorte que vous puissiez guérir ou vivre au mieux ce qui se passe pour vous et cette personne peut vivre 3 ans ou 5 ans ou 10 ans de plus. Donc l'effet nocebo, il existe aussi du point de vue psychologique par rapport à notre sensibilité. Plus nous allons dire sur les réseaux sociaux et ailleurs ou dans notre entourage, plus nous allons mettre en évidence les difficultés, parce que je ne dis pas que les difficultés n'existent pas, mais il vaut mieux en parler dans ces séances de thérapie ou de coaching. Il vaut mieux les écrire sur son journal intime, mais pas forcément les balancer à tout le monde sur les réseaux sociaux, parce qu'on entretient une idée fausse et défavorable, dévalorisant de la sensibilité élevée, et tout ça crée, comme je le disais au début, une hypnose négative dans laquelle les gens sont pris comme dans une espèce de spirale
de cercle vicieux où finalement ces personnes qui se complaisent dans le fait de dire des choses négatives sur la sensibilité en général et sur la sensibilité élevée en particulier vont finir par la vivre très mal. Ça s'appelle une prophétie, une croyance qui provoque une prophétie autoréalisatrice. Alors que faisons le contraire, soyons dans cette sensibilité avantageuse avec l'effet placebo, c'est-à-dire sans nier nos difficultés, dont nous pouvons parler en séance de coaching ou de thérapie ou dans des groupes de parole ou à quelqu'un de très proche ou notre journal intime, mais surtout par rapport aux autres et sur les réseaux sociaux et quand nous en parlons de façon large, mettons beaucoup plus en avant les aspects positifs, les aspects favorables de notre sensibilité élevée et vous allez voir que ça va changer votre vie. Et généralement, ça change aussi la vie de l'entourage. On parle aussi beaucoup d'intelligence actuellement et il y a des termes qui sont revenus, l'intelligence sensible et l'intelligence relationnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous expliquer en fait de quoi il s'agit réellement? Alors, l'intelligence sensible, c'est comme le haut potentiel sensible. Quand j'ai commencé à proposer cette dénomination haut potentiel sensible, il y a, je ne sais pas, on va dire une dizaine d'années, c'est parce qu'il y avait des personnes qui parlaient de haut potentiel émotionnel. Et c'est pareil pour l'intelligence émotionnelle. Je me disais, oui, d'accord, l'intelligence émotionnelle, c'est important, le haut potentiel émotionnel, c'est important, mais ce que les gens oublient, c'est que dans la sensibilité, il n'y a pas que les émotions. Sinon, on se retrouve aussi, comme je l'entendais hier avant l'émission, des personnes qui ne parlent que des émotions pour la sensibilité élevée. Non, la sensibilité est faite de sensations, de toutes sortes de sensations, qui soient motrices ou non motrices d'ailleurs, d'émotions, oui, d'accord, de sentiments, d'intuition, d'imagination, d'empathie. La sensibilité est extrêmement vaste, donc surtout ne la réduisons pas aux émotions. Et pourtant, je suis un grand défenseur des émotions et de la vie émotionnelle. Mais ce que je veux, c'est élargir. Donc, j'ai commencé à parler de haut potentiel sensible et d'intelligence sensible. Et l'intelligence sensible, c'est justement comment, grâce à nos sensations, nos émotions, nos sentiments, nos intuitions, notre imagination, notre créativité, notre empathie, notre compassion, etc., etc., tout ce que nous ressentons, comment ça peut nous rendre plus intelligents par rapport à nous-mêmes, ce que je vis dans chaque situation, et par rapport aux autres, comment eux, ils vivent chaque situation, et ça nous rend aussi intelligents dans la relation. Parce que l'intelligence sensible, elle débouche sur l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est cette intelligence qui me permet, dans chaque situation de toutes mes relations, de comprendre au mieux ce qui se passe pour pouvoir m'ajuster, dire ce que je pense, ce que je veux, ce que je ne veux pas, et être capable d'écouter ce que l'autre veut ou ne veut pas, et d'en tenir compte. Et tout ça, ça n'est pas évident, parce que nous avons nos conditionnements, nous avons notre histoire, nous avons nos blessures, et développer l'intelligence sensible qui nous permet de développer l'intelligence relationnelle, je trouve que c'est un merveilleux cadeau qui est à notre disposition. Notre sensibilité nous permet, jour après jour, jusque à notre dernier souffle, de développer sans cesse notre intelligence sensible, pardon, donc notre intelligence relationnelle. En fait, ça enrichit nos Oui, interactions avec les autres. exactement. Dans la compréhension, c'est un processus, hein, dans la compréhension continue de ce qui se passe pour moi, de ce qui se passe pour l'autre et de ce qui se passe dans la relation entre l'autre et moi. Plutôt que d'être dans des principes rigides ou des idées reçues ou des conventions ou des il faut que, même des il faut que sortant de la psychologie, hein, parce qu'il y en a. C'est être tout le temps à l'affût grâce à notre sensibilité, à nos sens en aguet, puisque de toute façon nos sens sont toujours en aguet quand nous sommes hautement sensibles, de nous servir de cette sensibilité élevée pour comprendre instant après instant ce qui se passe pour moi, pour l'autre et dans la relation. Et là, ça devient, je vous assure, jubilatoire de vivre. On est tout le temps, parce que la sensibilité et l'intelligence, donc l'intelligence sensible, c'est jubilatoire. On sent qu'on comprend des choses, qu'on perçoit des choses, qu'on a l'intuition. Et en parlant avec l'autre ou avec les autres, on se rend compte qu'on peut encore enrichir ça. Et ça devient de plus en plus intéressant de vivre.
Et est-ce que cette intelligence, elle se développe? Parce que, en fait, quand on est, alors je veux dire, dans le début du stade où on découvre qu'on a une haute sensibilité, qu'on a du mal à la gérer, cette intelligence sensible et intelligence relationnelle, on la voit pas trop. Donc, est-ce qu'elle se développe justement, cette intelligence sensible et relationnelle? Oui, tout à fait. Au début, ou avant même de découvrir qu'on est hautement sensible ou ultra sensible, on a peur de notre sensibilité. Donc, on veut plutôt la, soit la camoufler, soit la préserver, soit la diminuer un peu parce qu'on se dit, oh là là, c'est explosif, ou c'est volcanique, ou c'est trop puissant, etc. Et puis quand on apprend qu'on est hautement sensible ou ultra sensible et qu'on l'apprivoise, ça prend du temps. Pour moi, ça a pris des années. Au fur et à mesure que j'ai apprivoisé ma grande sensibilité, je n'ai plus eu peur de développer ma sensibilité. Et c'est ça le grand paradoxe magique. C'est que non seulement on n'est pas obligé d'en rester avec la sensibilité qu'on a, mais on peut la développer encore plus, et notamment tout ce qu'elle permet grâce à l'intelligence sensible et à l'intelligence rationnelle. Oui, on peut les développer sans cesse de plus en plus, et c'est fabuleux. Là, vous avez dit qu'on est 30% sur cette terre à être hautement sensible, à une sensibilité plus élevée. En quoi toutes les initiatives collectives qu'il peut y avoir entre personnes qui ont une sensibilité plus élevée va être bénéfique pour nous, en fait, pour nous, pour toutes les personnes qui sont hautement sensibles. Alors ça, c'est très important. Jusqu'à présent, et Christine, nous en avons déjà parlé dans, une, dans un entretien que nous avons fait l'automne dernier, c'est très important de nous rendre compte que dans l'histoire de la sensibilité élevée, dans l'histoire de la haute sensibilité, qui est une histoire passionnante parce qu'elle échappe aux psy, hein, puisque beaucoup de psy disent que ça n'existe pas, en fait c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement qui vient de la base, qui vient du terrain. C'est un mouvement très puissant qui vient de la vie. La sensibilité est en train de reprendre ses droits depuis une vingtaine d'années, et plus particulièrement ces dernières années. Dans ce grand mouvement formidable, il y a eu certes des informations qui ont été données dans les médias ou des livres qui ont été publiés, mais c'est surtout des prises de conscience personnelles, individuelles. Et je crois, comme nous nous le sommes dit, Christine, que nous arrivons à un moment où il est important que nous réunissions nos compréhensions individuelles, nos chemins personnels, nos initiatives singulières, que nous les réunissions de temps en temps. Il ne s'agit pas de faire ça tout le temps, hein, mais de temps en temps, pour que nous puissions vraiment créer une communauté de haute sensibilité, une communauté ultra sensible. C'est pour ça qu'a été créée la Journée mondiale de la sensibilité. C'est pour ça qu'existe la Semaine de la sensibilité chaque année, cette année du 11 au 19 janvier. Mais nous pouvons faire mieux. Et c'est pour ça aussi qu'existe l'Observatoire de la sensibilité, qui est la preuve vivante depuis 2016 qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais je pense que ce qui serait formidable dans toute la francophonie, puisque nous parlons français, mais ça peut être aussi dans le monde entier, qu'il y ait des initiatives de groupes, soit des groupes de parole, soit simplement des sorties, passer des moments ensemble entre personnes hautement sensibles, ça peut être très sympathique. Ou alors, sans aller jusqu'à créer des syndicats, mais un groupe de réflexion ou de partage sur la haute sensibilité au travail. Comment faire pour qu'il y ait des témoignages, des échanges, on partage nos astuces, nos découvertes, nos tuyaux, nos expériences, etc. Qu'on se soutienne aussi peut-être un jour dans la recherche de travail pour pouvoir embaucher des personnes hautement sensibles dans des entreprises où il y a un encadrement ou des personnes hautement sensibles suffisamment présentes pour qu'elles puissent protéger et favoriser, favoriser pas dans le sens d'un piston, hein, mais favoriser dans le sens humain, de soutenir d'autres personnes hautement sensibles, que ce soit pareil dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches, enfin partout, dans toute la vie, y compris dans les loisirs et les voyages, etc., dans certains hôtels. J'imagine qu'on peut vraiment créer toutes sortes de communautés de personnes hautement sensibles qui faciliteraient non seulement la vie, qui nous faciliteraient la vie à nous, ultra
sensibles, mais comme le dit Hélène Aron, tout ce qu'on fait pour les personnes hautement sensibles, tout ce qu'on comprend et qu'on fait pour ces personnes va aider tout le monde, puisque d'une façon ou d'une autre, tout le monde est sensible. Mon appel de cette journée de la sensibilité 2025, c'est vraiment que nous ayons des initiatives à plusieurs, que nous fassions des choses en commun en faveur de la sensibilité élevée. Chacun, chacune, à son échelle, là où il est, là où elle est, que ce soit au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, en Afrique francophone, en Océanie francophone, partout, ou même en Amérique du Sud francophone, puisqu'il y a des francophones dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Donc partout sur le globe, il y a des communautés francophones. Commençons, et peut-être même en Louisiane, puisque je sais maintenant qu'il y a des francophones qui vraiment qui luttent pour que leur français à eux, le français de Louisiane, puisse perdurer. Je crois que nous pouvons nous appuyer sur la francophonie, en laquelle je crois beaucoup, pour développer. Et en plus, je pense que la culture francophone, c'est une culture qui est une culture de la douceur de vivre. C'est une culture de la convivialité, c'est une culture de la légèreté, c'est une culture de la légèreté intelligente, hein. C'est une culture de la relation à l'autre, de l'élégance. Et toutes ces qualités merveilleuses de la francophonie vont pouvoir un jour servir au monde entier. Mais commençons déjà, chez nous francophones, partout dans le monde, à avoir des initiatives entre personnes très sensibles. C'est un peu comme entamer une révolution sensible en action, comme qui est souvent dit. Et, comment vous pourriez définir justement vous l'avez déjà un petit peu entamé là dans la discussion. Comment vous définiriez vraiment ce mouvement de révolution sensible? C'est la prise de conscience, la révolution sensible, parce qu'il y a une évolution sensible nette depuis qu'on parle de sensibilité élevée, qu'on parle plus d'émotions, qu'on parle plus de tout ça. Je pense que nous avons, à l'Observatoire, nous pouvons être fiers de cette évolution sensible que nous permettons en francophonie depuis des années. Et nous allons continuer. Mais je pense que la révolution sensible, c'est un cran de plus dans la prise de conscience, en tant que citoyennes et citoyens du monde, la prise de conscience que plus nous sommes centrés sur notre sensibilité, plus nous sommes dans l'authenticité de ce que nous vivons, plus nous défendons les droits des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées sensibles, voire très sensibles, plus nous faisons avancer le monde. C'est-à-dire, je pense que la révolution sensible, elle n'est pas politique au sens de politique politicienne. Elle est politique au sens de la cité, c'est-à-dire que même si nous ne participons à aucune discussion politique, ou même si nous n'avons aucun engagement politique, le simple fait de défendre l'humain, de défendre le vivant, de valoriser la sensibilité partout, des humains, des animaux, des végétaux, rien que ça va faire tache d'huile, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de programme. Tenons bon sur ce qu'est notre sensibilité, tenons bon pour valoriser la sensibilité, la défendre, la respecter chez tout un chacun, toute une chacune, de la naissance à la mort, et nous voyons que ça permet une progression de la société, de la culture, dans le meilleur sens, avec la plus grande intelligence, parce que la plus grande intelligence vient du cœur, c'est l'intelligence sensible. Donc c'est tout simple la révolution sensible, c'est être qui nous sommes en étant sensibles, faire des choses ensemble entre personnes sensibles, et tout le temps tenir bon sur la défense, le respect et la promotion de la sensibilité humaine. Et qu'est-ce que vous pensez, vous l'avez un petit peu dit, qu'est-ce que vous pensez que ça va vraiment apporter, tout ça, cette révolution sensible? Beaucoup plus d'humanité dans les relations humaines, dans les relations, on va dire, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de respect, une grande habitude par rapport aux émotions. Je pense que c'est en train de changer depuis quelques années, ça va continuer, mais on acceptera de plus en plus de voir des hommes pleurer, ou des femmes se mettre en colère, ou des personnes exprimer leur peur. Bien sûr que c'est important d'exprimer la surprise, la joie, l'excitation, toutes les émotions agréables, et le plaisir. Mais c'est important aussi d'avoir la liberté d'exprimer les émotions moins agréables ou plus difficiles, parce que ça nous libère. Et je pense qu'on va s'habituer à voir des personnes authentiques, sincères, exprimer leurs sentiments, leurs émotions, ou simplement dire j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif, là il y a trop de lumière, ou là il y a trop de bruit, et que ça ne nous paraîtra pas quelque chose d'incongru en se promenant avec des amis, de dire comme je le fais, parce que moi je ne supporte pas le bruit, et en vieillissant, c'est de pire en pire, je ne veux pas passer par cette rue,
ou par ce boulevard parce qu'il y a trop de bruit. Et ensemble, même si on est nombreuses ou nombreux, on va prendre un petit détour pour passer par des rues plus calmes ou un parc ou je ne sais trop quoi. D'autres personnes qui exprimeront leur amour de la nature. Et je vois des personnes, ou j'ai des patientes et des patients qui, en public, embrassent les arbres, ou parlent aux arbres, ou parlent aux oiseaux des jardins publics, ou à des chats qui sont dans la rue. C'est-à-dire que ça ne paraîtra plus incongru que d'avoir une sensibilité, de l'exprimer avec les humains et avec la nature. Et tout ça va servir de modèle aux enfants et aux jeunes pour que ça va se faire tout seul en fait. Les prochaines générations seront de plus en plus à l'aise avec leur sensibilité. C'est grâce aussi à tout ce on aura évolué avec nous pour apprendre à ces jeunes, en fait. C'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on puisse évoluer. Sinon, ça va être compliqué. C'est ça qui est bien dans la révolution sensible. Et vous en avez déjà parlé, mais je pense que c'est toujours bien d'en reparler. Est-ce qu'il y a des projets ou des mouvements auxquels vous inviteriez les hautement sensibles à participer pour que cette révolution sensible, elle devienne réellement une réalité pour aujourd'hui? Oui, alors ce qui me vient là tout de suite, c'est arrêtons avec le star system, sortons du végétariat. Arrêtons le star system et sortons du végétariat parce que je pense que ça nous dessert, nous, en tant que personnes hautement sensibles. On a vu en 2021, tout d'un coup, des personnes disant « je suis hypersensible, patati patata », pour se mettre en valeur. Bon, pourquoi pas, hein, comme on disait à l'Observatoire à l'époque, ben c'est bien parce que ça fait parler de la haute sensibilité. Mais néanmoins, c'est très nombriliste. Donc, il s'agit de comprendre que ce qui nous servira le plus, autant individuellement que collectivement, c'est le fait de favoriser, valoriser, défendre, soutenir la sensibilité humaine en général, la sensibilité élevée en particulier, mais pas de se mettre soi-même en scène. Donc ça, c'est le préalable. C'est pour ça que j'en parle et ça fait longtemps que je le dis. Arrêtons et sortons du système, du star system et du vedettariat. Une fois qu'on a compris ça, c'est déjà beaucoup. Parce que ce soit avec l'Observatoire, et encore une fois, vous pouvez vous appuyer sur l'Observatoire en adhérant à cette association si vous êtes d'accord avec les statuts et la charte éthique. Vous pouvez adhérer à l'Observatoire pour participer à des choses avec nous, mais même si vous n'adhérez pas à l'Observatoire, vous pouvez simplement nous informer. Il y a une lettre d'information, nous communiquons sur les réseaux sociaux et sur notre site internet pour nous dire voilà ce que nous faisons nous dans notre village, dans notre ville, dans notre région, là où nous habitons, ou dans notre entreprise, ou dans notre association. Voilà ce que nous faisons en faveur de la sensibilité ou de la sensibilité élevée. Et nous allons relayer ces informations pour que d'autres puissent s'en inspirer. Parce qu'en fait, c'est ça le fruit de l'expérience. Quand on voit, l'imitation est très forte chez les humains. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point on peut faire pareil, ou différemment, ou mieux, parce que c'est ça aussi, ça stimule, ça rend créatif et créatif. Mais plus nous aurons d'informations sur les initiatives qui sont prises en faveur des personnes sensibles et très sensibles, et plus nous ferons tourner ces informations, plus il va y avoir d'autres initiatives qui vont se créer. Et je pense que c'est ça le cercle vertueux de la sensibilité. C'est que on se soutient. Et comme hier dans l'émission sur France 5, avant tout le monde le voyait de façon pessimiste, la sensibilité élevée, à la fin tout le monde la voyait de façon optimiste. Simplement parce que il suffisait de refaire penser, refaire envisager à tous les bienfaits que nous apporte la sensibilité et revaloriser chacune et chacun dans sa sensibilité. Et hop, tout d'un coup, ça s'est passé en une heure de temps. Tout d'un coup, tout le monde comprend que c'est formidable d'avoir une grande sensibilité. Et toutes ces initiatives, qu'elles soient avec l'Observatoire ou simplement relayées par l'Observatoire ou par d'autres, ça peut être l'Académie des sensibles, ça peut être un podcast comme celui de Pascaline Michon, à Fleur de Peau, peu importe. Faisons connaître tout ce que nous faisons en faveur de la sensibilité et ça va avoir un effet d'entraînement. En fait, c'est casser en fait ces croyances qu'on avait sur sur notre sensibilité, casser ces mythes et ce que les gens pouvaient croire de la Tout à fait. sensibilité.
Alors là, j'avais quelques questions courantes que beaucoup de personnes hautement sensibles se posent. Alors, je vais vous la dire comme ça. Pourquoi je me sens souvent fatiguée, plus fatiguée que les autres dans des situations sociales? Donc ça, c'est, si vous pouviez répondre, ça, c'est une question voilà, qui est souvent posée. Oui, c'est une question centrale pour nous, personnes ultrasensibles. Du fait de ce traitement sensoriel approfondi des informations, traitement sensoriel approfondi des informations, nous sommes sans filtre. C'est-à-dire que nous avons un seuil de détection des stimuli qui est très bas. Le moindre petit stimuli, qu'il soit sensoriel, émotionnel, intuitif, etc., cognitif, etc., le moindre petit stimuli passe en nous et impacte notre cerveau, notre système nerveux et notre cerveau. C'est-à-dire que nous sommes bombardés en permanence par énormément d'informations sensorielles, émotionnelles, intuitives, cognitives, etc. Et on pourrait dire spirituelles au sens large, de choses qui sont un peu extrasensorielles ou plus invisibles, plus impalpables. Tout ça est très fatigant. Nous nous fatiguons donc plus vite que les autres et nous sommes surstimulés et nous arrivons à une saturation. C'est la clé de compréhension du fonctionnement interne d'une personne hautement sensible. C'est cette surstimulation, cette absence de filtre à cause du traitement sensoriel approfondi des informations qui débouche sur une surstimulation, une stimulation exagérée. Là, on peut dire qu'il y a du trop, hein. C'est dans notre stimulation, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Et qui va donc provoquer une saturation. Concrètement, ça donne de la fatigue, de l'irritabilité, ça peut donner du découragement, ou une faim, une soif, etc., un stress. Bon. Dès que nous percevons cette saturation, plutôt que de laisser la fatigue s'installer, nous avons besoin de nous accorder une pause. Si je vais dire comment je fais moi, puis chacun après invente ses propres façons de faire, hein. Si je suis dans le métro, dans le train, dans le bus, je ferme les yeux. Je me centre sur ma respiration, sur le poids de mon corps qui est assis et sur mes pieds posés par terre. Lorsque je suis debout, je ferme les yeux. Je me tiens quelque part, hein, mais je me ferme les yeux et je pense à mes pieds posés par terre et j'écoute ma respiration. Je ne suis pas obligé de fermer les yeux longtemps. Je peux les fermer 15 secondes, 30 secondes. Je vous assure que dans le métro à Paris, moi, ça m'arrive de fermer les yeux beaucoup plus longtemps, sans problème, on m'a jamais rien volé, parce que ça me permet de me reposer. Si je suis au travail et que j'ai un bureau, même si c'est dans un open space, alors dans un open space, je peux mettre des bouchons d'oreille ou des mousses d'oreille, eh bien, je fais ce qu'on appelle le palming en anglais, c'est-à-dire je pose mes paumes, les paumes de mes mains sur les os qui sont autour des yeux, et je peux poser mes coudes sur le bureau et donc ma tête dans mes paumes. Et on sait qu'en fermant les yeux, la tête appuyée sur les paumes des mains pendant 1 minute, l'idéal c'est 2 ou 3 minutes, mais au moins 1 minute, ça apaise le cerveau. C'est-à-dire que fermer les yeux et poser la tête dans les mains, enlever la luminosité ambiante, parce qu'à travers les paupières, il peut entrer de la lumière. En mettant les mains, on enlève une très grande partie de la luminosité. Le cerveau retrouve très rapidement son calme de fond. Si on peut le faire plus longtemps, on le fait plus longtemps. Si on est chez soi, on peut aller s'allonger. Moi, je fais une sieste tous les jours après le repas, et si je suis fatigué, je vais m'allonger dans la matinée ou dans l'après-midi quand je suis chez moi. Je n'ai aucun complexe, même quand il y a du monde, je le dis, j'ai besoin d'aller me reposer, je me repose. Quand on a un jardin, on peut aller s'allonger dans l'herbe, ou un balcon, une terrasse, on peut le faire à l'extérieur. Si on a soif, on boit, sachant que pour ne pas être plus fatigué, le mieux c'est de ne pas consommer d'excitants, ni thé, ni café, ni chocolat. Alors le chocolat, on peut faire des exceptions, bien sûr. Mais le thé et le café, il vaut mieux éviter. Et le sucre, c'est pareil. Le sucre est un super stimulant pour le cerveau et le système nerveux. Et en fait, on n'en a pas besoin, nous. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas de manger des pâtisseries de temps en temps, mais si on essaye de diminuer le sucre au maximum, on verra qu'on se fatigue moins vite. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut faire. On peut avoir des huiles essentielles comme la lavande, la mandarine, le vétiver, le santal, le petit grain, qui est la feuille d'oranger. Et puis, on sent aussi certaines
huiles essentielles qui nous correspondent. Quand elles ne sont pas trop fortes, on peut en mettre une goutte sur chaque poignet ou derrière les oreilles. Sinon, sur un galet poreux, comme ça on sent légèrement, parce qu'on peut être facilement incommodé par les parfums et les odeurs. Donc, une ou deux gouttes sur un galet poreux sur son bureau ou à côté de soi ou sur son chevet quand on dort la nuit, ça va nous aider. C'est important de se faire masser ou de se masser soi-même. On peut masser ses mains ou frotter ses mains, frotter ses bras, frotter sa nuque ou masser sa nuque, les trapèzes, on peut masser les cuisses, les mollets, les pieds. On fait en fonction de ce qui est possible. Quand on est dans un lieu public, ça c'est assez facile à faire. Ou alors les mains. Quand on est chez soi, on peut masser ses pieds, on peut masser sa nuque, etc., sa tête, parce que ça va aider à décompresser. Et puis, il va y avoir la musique. Alors, il y a des personnes qui aiment la méditation, parmi les personnes hautement sensibles, et d'autres qui ne supportent pas la méditation. J'ai rencontré de tout, parce que on peut ne pas aimer être immobile. Dans ce cas-là, il y a la musique et la danse et le chant. Si j'ai besoin de me calmer, je mets une musique calme, douce, et je peux danser sur un rythme très calme ou faire des mouvements naturels de balancement très calmes. Si au contraire je sens que j'ai besoin de me défouler, je mets une musique très tonique et je peux danser comme un fou, comme une folle en me défoulant, chanter à tue-tête. Faisons ce que nous sentons et qui va nous aider à nous recharger. Et mangeons les choses que nous aimons tout en tenant compte de notre digestion. C'est important de manger des choses que nous digérons bien, surtout si nous sommes au travail. Quand nous sommes en vacances, on peut manger des choses plus lourdes. J'avais une dernière question que beaucoup de hautement sensibles se posent, ça va toujours avec la fatigue, mais là plutôt côté émotionnel. Et il y a certaines personnes qui se demandent, est-ce que c'est normal de se sentir épuisé émotionnellement, en fait, sans aucune raison apparente? Alors oui, il n'y a pas de raison apparente, mais il y a toujours des vraies raisons. Nous ne ressentons pas d'émotion pour rien. La grande difficulté des personnes ultra sensibles, hautement sensibles, c'est qu'elles sont des émotions plus puissantes, plus durables et plus variées, et souvent plus mélangées. C'est-à-dire que nous pouvons ressentir beaucoup de choses à la fois, et aussi plus variées dans la journée. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement joyeuse ou joyeux le matin et avoir un coup une mauvaise nouvelle ou une critique ou quoi que ce soit qui fait qu'on va être complètement déprimé l'après-midi. Et parfois, c'est dans la même demi-journée que ça va se passer ou d'un instant à l'autre parce que, étant très sensibles, nous sommes dans une espèce de réaction ou de réponse à tout ce que nous vivons. Donc ça, c'est fatigant, parce que quand on fait comme ça, on parle des montagnes russes émotionnelles, mais c'est le cas. Donc ça peut être fatigant. Il y a aussi le fait que si nous n'avons pas le temps de réguler nos émotions sur le coup, par exemple au travail ou en famille, etc., ou dans les transports, on n'a pas le temps de faire ce qu'on pourrait faire chez soi pour réguler nos émotions, elles vont s'accumuler et ça nous fatigue. Ensuite, il y a cette porosité émotionnelle qui fait que les personnes hautement sensibles ressentent très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, les émotions des autres. Donc parfois c'est compliqué parce qu'on sent une colère, elle est arrivée tellement vite en nous qu'on se demande si c'est notre colère ou pas notre colère, notre tristesse ou pas notre tristesse, notre peur ou pas notre peur, etc., etc. Notre honte ou pas notre honte. Tellement nous sommes dans cette empathie, cette compassion, cette identification aux autres, cette capacité à ressentir ce que les autres sentent, et cette perméabilité, cette porosité qui fait que nous sommes sans cesse aussi envahis par les émotions des autres. Ça, c'est très, très fatigant. Ce qui fait que ça peut mener à une très grande charge affective, voire à un burn-out émotionnel. Sachez que les personnes hautement sensibles sont les plus sujettes au burn-out. Le burn-out au travail parce que nous sommes perfectionnistes et que nous travaillons beaucoup. Le burn-out émotionnel pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, et le burn-out en famille parce que on veut aider tout le monde, les enfants, les parents, les frères et sœurs, et non, c'est important aussi apprendre à prendre soin de nous, nous écouter, nous consacrer du temps et surtout nous reposer. Je vous remercie parce que je pense qu'on a posé un tas de questions qui vont éclairer vraiment les personnes hautement sensibles sur tout ce qui est implications concrètes de la sensibilité
Et ça, c'est génial. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, simplement préciser, comme je l'ai déjà dit souvent, que le sommeil est très important pour les personnes hautement sensibles. Nous avons besoin d'1 heure de sommeil de plus. Hélène Aron et moi, nous l'avons découvert parallèlement. Et le jour où moi, j'ai rendu public j'ai rendu public cette découverte, je me suis rendu compte peu de temps après qu'Hélène Aron disait la même chose. Donc, une personne moyennement sensible a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Nous avons besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit. Alors, c'est pas grave si ponctuellement, nous ne dormons que 6 ou 7 heures, mais essayons de vraiment trouver pour nous les meilleures conditions pour bien dormir et dormir longtemps. Ces meilleures conditions sont pas de lumière dans la chambre, donc pas de réveil qui éclaire énormément, les téléphones portables arrêtés ou sur mode avion, pas de bruit répétitif dans la chambre, donc les tic-tac, les choses comme ça, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter les écrans 2 heures avant de s'endormir, faire des mouvements calmes avant d'aller se coucher, ne pas avoir de discussion très impliquante avec un membre proche dans les 2 heures ou 3 heures avant d'aller se coucher. On peut dire on en parlera tranquillement demain matin. Avoir des lectures plutôt calmes et des films. Enfin, il vaut mieux éviter la violence extrême ou le stress pas possible dans les films, les séries ou les jeux vidéo avant d'aller se coucher, etc., etc. Manger plutôt léger le soir et longtemps avant de se coucher. Marcher dans la journée, parce que ça, non seulement ça nous fait du bien par rapport à la fatigue dont on parlait tout à l'heure, la saturation, c'est une façon de faire partir les tensions, mais aussi parce que ça va nous aider à dormir. Donc ça, c'est important de le préciser, c'est c'est fondamental pour les personnes hautement sensibles. Et puis, puisque nous allons en rester là pour cette vidéo aujourd'hui de cette belle journée mondiale de la sensibilité, si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu dans cette vidéo, vous pouvez les envoyer à Christine, qui va les récolter, les recueillir, et dans un mois, par exemple, quand on aura toutes les questions, on refera une vidéo ensemble pour répondre à vos questions. Parce que c'est bien que vous ne restiez pas sans réponse. Donc n'hésitez pas à envoyer à Christine des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui ou qui vous sont venues en nous écoutant, et nous y répondrons à peu près dans un mois. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée mondiale de la sensibilité, une très belle semaine de la sensibilité. Je souhaite que vous puissiez la vivre dans la fête, la célébration de votre sensibilité, la fierté de cette belle sensibilité, dans la créativité, avec beaucoup d'espoir pour vous, pour vos proches, et continuons à rester en lien les unes les uns et les autres pour faire ensemble de belles choses sensibles, créatives et humaines. Un immense merci. Au revoir. Et merci Christine. Au revoir. Merci.